Bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir, c'est une conférence tout à fait exceptionnelle qui nous réunit, car nous allons mieux comprendre, grâce au colonel Guillaume Vancina, chef de corps du 2e régiment étranger d'infanterie, les spécificités de la Légion au sein de l'armée française, avec ses valeurs et ses qualités d'intégration de jeunes issus de cultures variées, et il y en a quelques-uns qui sont venus avec lui pour nous présenter tout à l'heure leurs propres ressentis. Ils sont de cultures variées et unis par le désir de transformer leur vie en servant la France. Ils commandent à des hommes venus de tous les continents et donc ils vont tout à l'heure aussi s'exprimer. Mais je soulignerai que vous êtes 1200-1300, je crois. 1254. Ah ben. Le 2e REI a été créé en 1841 et est un des plus anciens régiments d'infanterie de la Légion étrangère. Il stationne à Nîmes depuis 1983 et la ville célèbre cette année le 40e anniversaire de l'implantation du 2e REI. Vous connaissez tous l'exploit que fut Cameroun, quand une soixantaine de légionnaires déterminés et courageux ont tenu tête à l'armée mexicaine, avec un sens de l'honneur et un courage incomparable. Sa célébration annuelle est riche en émotions et je me souviens personnellement, quand j'étais directrice des finances publiques, d'avoir été invitée à assister à la cérémonie dans les arènes qui avait une allure folle, il faut bien le dire, colonel. C'était magnifique. Et pour le 2e REI, la fête de tradition du régiment et celle du combat du 2 septembre 1903 à El Moungar, au Maroc. Ce sont ces événements qui forgent l'esprit de ces régiments. Le 2e REI donc, est remarquable aussi par ses équipements technologiquement les plus avancés, c'est ce qui est mis sur Internet, et son expertise. Il a été engagé dans le monde entier, Liban, Tchad, Balkans, Afghanistan, Sahel, et j'en passe. Le colonel Vancina commande le 2e REI depuis juin 2022. Il avait été promu colonel quelques mois auparavant, en mars. Quelques mots sur son remarquable parcours. Saint-Cyrien de la promotion du bicentenaire, il choisit l'infanterie et est affecté en 2003 déjà au 2e REI en tant que lieutenant-chef de section à la 1re compagnie de combat. Il participe à de premières opérations extérieures en 2004 en Côte d'Ivoire et en 2006 en Centrafrique. Promu capitaine en 2006, il devient officier adjoint à la 4e compagnie, puis en assure le commandement. Il participe alors à de nouvelles OPEX, toujours en Centrafrique, puis quelques mois en Guyane et en Afghanistan. En 2010, il rejoint l'état-major de la 6e brigade légère blindée. Après une mission de 6 mois au quartier général de l'OTAN aux Pays-Bas, il suit les cours de l'école de guerre et à la sortie, intègre le centre de planification et de conduite des opérations de l'état-major des armées. En 2016, il devient le chef du bureau opérations et instruction au 3e REI à Kourou. Nommé lieutenant-colonel en 2017, il est affecté de 2018 à 2022 au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre en tant que chef de la cellule stratégie et politique avant de prendre le commandement à Nîmes du 2e REI.
Il a donc conduit une carrière brillante avec une vision stratégique globale, ce qui pour nous est particulièrement intéressant aussi dans ses commentaires. Et il peut donc ce soir nous faire partager les objectifs qui lui sont donnés pour former les jeunes qui lui sont confiés et les rendre le plus opérationnels possible. La Légion étrangère, une exception française, c'est le titre qu'a choisi le colonel. Cela paraît peut-être un peu paradoxal, mais c'est ce qui correspond à une réalité très particulière qu'il va à présent nous expliquer. Et je lui cède la parole. Bien, merci Madame le Préfet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux et honoré de m'exprimer ce soir devant vous pour une petite conférence dont on n'a pas beaucoup l'habitude. Donc c'est un exercice aussi complexe pour moi, que j'ai essayé de préparer du mieux possible, pour vous parler un peu de la Légion étrangère, mais sous un angle pas forcément opérationnel, parce qu'on en entend beaucoup parler, et puis aujourd'hui avec Internet on sait à peu près tout, puisque Madame le Préfet sait déjà tout d'ailleurs. Mais pour essayer d'aborder la Légion étrangère sous un autre angle, et celui plutôt de l'intérieur, et de son fonctionnement, et de pourquoi la Légion étrangère, finalement, traverse les années, depuis 1831, et pourquoi elle réussit à traverser les années, les soubresauts du monde, pourquoi elle se transforme, et sur quels, finalement, principes fondamentaux, géniaux, elle a été établie, qui permettent aujourd'hui sa permanence. Voilà. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, La Légion étrangère, une exception française, puisque aucun autre pays n'a de légion étrangère, et que la milice Wagner n'est pas une légion étrangère au service de l'État russe, c'est une bande de mercenaires composée de criminels et qui se comportent comme tels sur le champ de bataille, ce qui n'est pas le cas des soldats de la Légion étrangère. Alors je voulais commencer en introduction par vous citer cette citation qui orne le fronton de la caserne Colonel de Chabrière sur la rue Vincent Feyta, qui c'est si l'inconnu qui dort sous l'archivance, mais dans sa gloire épique, aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Cette citation de Pascal Bonetti, un poète français et un journaliste, qu'il a écrite en 1920 pour évoquer justement les étrangers qui ont servi la France durant la guerre de 14-18, à mon avis, reflète exactement cette exception française et cette petite part de génie français dont je parlerai dans ma conclusion. Alors depuis la loi du 9 mars 1831, qui a institué la Légion étrangère, des dizaines de milliers d'hommes se sont engagés sous le fanion vert et rouge, et se sont donc engagés au service de la France, pour porter ses armes, ce qui est d'abord une exception, de confier les armes à des étrangers. Aujourd'hui, ça nous semble tout naturel. Voilà, la Légion étrangère, elle fait partie de notre paysage militaire. On la voit défiler au 14 juillet, on la voit régulièrement dans les comptes rendus d'opérations de nos journalistes. Mais pourtant, tout ça n'allait pas de soi. La France a une tradition d'emploi de troupes étrangères, notamment sous l'Ancien Régime, mais l'émergence du sentiment national au XVIIIe siècle, et puis son explosion au XIXe siècle, avait banni un peu cette notion d'étranger au service d'un pays, de troupes dites mercenaires, des rouliers, des lance-quenets, et les armées sont devenues des armées nationales, et on ne se battait plus pour l'argent, pour autre chose, mais on se battait pour défendre une terre, une nation. Voilà, c'est le concept d'armée nationale qui a été évidemment, qui est issu un peu de la Révolution française, et puis qui a trouvé son émergence la plus forte durant le Premier Empire, évidemment. Voilà. Et qui ensuite, au XIXe siècle, est devenu assez naturel. Voilà. Donc finalement, lorsque le 9 mars 1831, Louis-Philippe, qui est arrivé sur le trône depuis un an, institue cette Légion étrangère, c'est déjà une exception, c'est déjà l'expression de l'exception française. Il s'appuie pour cela sur, évidemment, une tradition d'emploi de troupes étrangères, comme je l'avais dit, mais il va faire les choses tout à fait différemment. On voit aujourd'hui aussi que le mercenariat est extrêmement décrié, et que si la Légion étrangère ne l'est pas, c'est parce qu'elle a des règles spécifiques en France que je vais essayer de vous présenter et puis de vous expliquer un petit peu de l'intérieur. Un modèle très clair qui finalement est original et unique, et qui est celui qu'on appelle très littéralement le service à titre étranger, le service de la France à titre étranger.
Donc les légionnaires, l'officier, les sous-officiers et les militaires du rang qui sont devant vous sont des soldats qui servent la France à titre étranger. Voilà ce que la loi institue. Alors je vais faire ça en 3 petites parties. Je vais vous parler un peu de la Légion étrangère aujourd'hui, de quoi elle est constituée, mais je vais la citer parce que je pense que c'est peut-être les informations les plus facilement accessibles. Donc je ne vais pas forcément répéter ce que chacun sait peut-être déjà, plus ou moins. Et puis vous parler un peu du légionnaire aujourd'hui. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, je vais remettre un peu, refaire un peu un retour en arrière, présenter, non pas de manière exhaustive, l'histoire de la Légion étrangère, parce que ça serait assez rapidement rébarbatif, et puis on n'aurait pas le temps, il nous faudrait une journée complète, mais essayer de trouver dans l'histoire de la Légion étrangère, justement, comment elle s'est adaptée, et comment elle a progressivement institué des principes qui au départ n'étaient que des idées. Voilà, on verra quels principes, à travers quelle campagne. Et puis ensuite, dans un troisième temps, on parlera justement plus spécifiquement aujourd'hui de comment est organisé le service à titre étranger et pourquoi ce service à titre étranger est un outil formidable d'intégration aussi dans la société française. Voilà en 3 points, en 45 minutes. Vous avez 1 heure. Voilà, on a 1 heure. Et je donnerai évidemment ensuite la parole aux légionnaires qui sont présents et qui vous présenteront de manière très concrète en fait leur parcours et puis qui seront une image en fait des 183 nationalités que l'on trouve aujourd'hui dans la Légion étrangère. J'ai pas pu en amener 183 avec moi, mais ils seront très représentatifs de presque tous les continents. Alors cette première partie, la Légion étrangère et le légionnaire aujourd'hui en 2023. Alors la Légion, c'est d'abord, et c'est comme ça que c'est écrit dans le Code de la Défense, c'est une formation combattante interarmes intégrée à l'armée de terre. Une formation combattante interarmes intégrée à l'armée de terre. Formation combattante, c'est-à-dire que la Légion étrangère n'est pas une unité de soutien. Voilà, c'est une formation dont la vocation est le combat. Interarmes parce qu'il y a des régiments de différents types. Il y a des régiments d'infanterie comme le 2e URI, il y a un régiment de cavalerie, le 1er régiment étranger de cavalerie, et des régiments de génie, et puis il y a un régiment d'infanterie parachutiste à Calvi en Corse. Voilà. Donc interarmes. Et qui appartient à l'armée de terre. C'est-à-dire que la Légion étrangère n'est pas un corps étranger accolé à l'armée de terre. Elle est intégrée dans l'armée de terre. Et elle est intégrée comment ? Eh bien les unités de la Légion étrangère, les régiments opérationnels de la Légion étrangère appartiennent à un échelon plus vaste, qui est l'échelon de la brigade. Aujourd'hui, vous avez ici à Nîmes l'état-major de la 6e brigade légère blindée. Nous sommes ce qu'on appelle embrigadés. C'est-à-dire que le général qui commande la Légion étrangère, je parlerai de lui assez souvent, ne commande pas l'emploi de la Légion étrangère. La Légion étrangère est mise pour emploi au profit des grandes formations de l'armée de terre, de ses brigades, de ses divisions. Voilà. Donc la Légion étrangère aujourd'hui, c'est 11 régiments, 8 régiments de la force opérationnelle terrestre, donc les régiments dits de combat, et 3 régiments qu'on appelle les régiments du socle, qui, eux, sont directement subordonnés au général qui commande la Légion étrangère. 8 régiments opérationnels, il y en a un à la 11e brigade parachutiste, c'est le 2e régiment étranger de parachutistes. Il y en a 4 à la 6e brigade légère blindée, donc qui est fortement teintée de Légion étrangère. Il y a évidemment le 2e URI, notre régiment, la 13e demi-brigade de Légion étrangère, qui est à Millau, le 1er régiment étranger de cavalerie, qui est à Carpiagne, à côté de Marseille, et le 1er régiment étranger de génie, qui est dans le Gard aussi, à Launin-l'Ardoise. Voilà. Et puis il y a un autre régiment de génie, le 8e, qui est à la 27e brigade d'infanterie de montagne. Ce sont nos légionnaires du génie de montagne. Voilà, donc une très belle spécialité aussi, un magnifique régiment. Et à côté de ces 8 régiments qui sont embrigadés dans la force terrestre, il y a donc les 3 régiments du socle, que sont le 1er régiment étranger, le premier qui a été créé en 1831, et qui est à Aubagne, voilà, qu'on appelle la maison mère, là où siège d'ailleurs l'état-major de la Légion étrangère avec le général commandant de la Légion étrangère, qui est le régiment qui s'occupe de l'administration de toute cette petite troupe, puisque aujourd'hui l'ensemble de la Légion étrangère constitue une force de 9000 hommes, voilà, qu'il faut évidemment administrer. Je parlerai un peu de sa vocation tout à l'heure, mais il a vocation surtout à recruter les légionnaires, puisque le général est responsable du recrutement devant le chef d'état-major de l'armée de terre. Personne d'autre que le général et ses services ne s'occupe de recruter. Et vous imaginez bien que pour recruter dans le monde entier, ça demande quand même une stratégie de recrutement, une stratégie de conquête de ressources, pour parler un langage un peu technocratique de DRH, mais c'est vrai. Donc le 1er régiment étranger recrute, ensuite équipe, administre tout au long de sa carrière, et administre même après la carrière, puisque c'est lui qui est chargé des pensions, de faire liquider les pensions, quand les légionnaires qui ont un certain temps de service partent à la retraite, et partent pour certains dans leur propre pays, donc après il faut les pensionner dans leur pays, et puis il s'occupe même du légionnaire, je dirais, parfois jusqu'à sa mort, puisqu'il a sous sa coupe aussi
le Puy-Loubier, qui est l'Institut des Invalides de la Légion étrangère, et qui peut être à la fois un centre de repos pour les blessés de guerre qui ont besoin de plusieurs mois pour récupérer, mais qui est aussi presque une petite maison de retraite pour voir un EHPAD pour certains de nos plus vieux légionnaires. Voilà. On a des légionnaires qui ont fait les campagnes de la Seconde Guerre mondiale, voire avant, et qui vivent aujourd'hui encore dans d'excellentes conditions à Puy-Loubier, donc au pied de la montagne Sainte-Victoire, voilà, en Provence. Donc le 1er régiment étranger, premier des 3 régiments du socle, le 4e régiment étranger, qui lui est le régiment d'instruction, c'est l'école de la Légion étrangère, c'est là où c'est la fonderie. Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure de la fonderie. École de la Légion étrangère qui est à Castelnaudary et qui forme les légionnaires tout au long de leur carrière, de l'instruction initiale, quand le légionnaire a 15 jours de service et qu'il est envoyé, qu'il est définitivement intégré, bien équipé, on l'envoie à Castelnaudary et il ressort 4 mois plus tard avec son képi blanc et il vient dans les régiments comme le mien pour servir dans les unités combattantes. Et ensuite, tout au long de sa carrière, le légionnaire retourne à Castelnaudary pour de nombreux stages. Dans la Jean Grimitsky ou le capitaine Linden, ils sont passés très souvent, voilà, pour passer caporal, pour passer sergent, pour avoir ensuite leur spécialité. Voilà. Et puis un 11e petite formation qui est à Paris, qu'on appelle le groupement de recrutement de la Légion étrangère, et qui commande l'ensemble des postes d'information et de recrutement qui sont disséminés sur toute la France, et qui est chargé de mettre en œuvre la politique de recrutement. Donc c'est vers lui que sont dirigés les légionnaires qui se présentent, soit à nos frontières, soit aujourd'hui très souvent, ils se présentent de moins en moins à nos frontières, mais ils se présentent aujourd'hui à Paris la plupart du temps, parce que beaucoup arrivent en avion, en fait. Voilà. Donc voilà les 11 formations de la Légion étrangère. Voilà. Et tout ça, ça repose sur un système global, avec pour emploi les généraux qui commandent les brigades opérationnelles, et puis pour l'ensemble du reste de l'administration et de la vie, depuis les premiers pas jusque parfois à la fin de vie, un système global de la Légion étrangère qui est commandé par le général qui commande la Légion étrangère. Voilà. Tout ce qui ne ressentit pas aux opérations. Alors le légionnaire ensuite de 2023, après avoir présenté très brièvement la Légion de 2023, le légionnaire de 2023, je dirais qu'il y a à la fois chez lui une permanence des caractéristiques du légionnaire qui traverse le temps depuis 1831, et puis évidemment c'est aussi un homme de son temps. Donc une permanence, dans quelle mesure? C'est évidemment quelqu'un qui a soif d'aventure, qui a soif aussi d'engagement et de souvent changer de vie. C'est-à-dire d'aller chercher dans la Légion étrangère ce qu'il n'a pas forcément trouvé dans sa vie d'avant. Il y a chez lui cet attrait du départ, voilà, de partir. Et cet attrait du départ, on le retrouve aussi dans nos rangs quand on part en mission. Voilà. Toujours cette volonté d'aller voir ailleurs, attrait du départ. Il y a aussi bien souvent la quête de repères qu'il n'a pas trouvé dans sa vie d'avant, ou d'autres repères que ceux qu'on lui avait donnés. Voilà. Mais plus souvent une quête de repères qu'il n'a pas, voilà, de chercher des références nouvelles. Voilà. Et parfois il y a aussi une forme de revanche sur la vie. Voilà. C'est-à-dire d'aller d'aller chercher une seconde chance. Et je parlerai aussi beaucoup tout à l'heure dans la 3e partie de cette notion de seconde chance qui est offerte par la Légion étrangère. Voilà. Notion de recherche de revanche, un peu, d'aller chercher ce que l'on n'a pas réussi ailleurs et qu'on espère pouvoir réussir dans les rangs de la Légion étrangère. Voilà. Donc cette permanence qui traverse le temps, évidemment, est contrebalancée par certains aspects d'un homme de 100 ans et d'un jeune homme de 100 ans. Alors pas un tout jeune, nos soldats qui s'engagent sont souvent un peu plus âgés que les jeunes Français qui s'engagent dans l'armée de terre, et dans l'armée de terre qui est professionnelle maintenant. Mais c'est quand même un homme de 100 ans, un légionnaire de 23, 24 ans, ils ne diront pas le contraire, les plus jeunes, c'est un homme de 100 ans. C'est-à-dire que d'abord c'est un homme qui est connecté. Voilà, c'est un homme qui est connecté. Il est connecté à plein de choses, connecté à sa famille, ce qui était beaucoup moins le cas il y a 20 ans quand je suis arrivé dans ce régiment, en 2003. Il est connecté à sa famille, il est connecté à ses amis, c'est-à-dire qu'il est toujours connecté à son ancienne vie. Or, la réussite de l'intégration, elle passe aussi parfois par la rupture avec l'ancienne vie. Voilà. Et on verra tout à l'heure le rôle que joue le 4e régiment étranger, qui s'appelle la fonderie, justement. Mais il reste connecté aujourd'hui, parce qu'il a un téléphone portable, parce qu'il a Internet, et parce qu'il a ses anciennes références qui restent. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un légionnaire qui est prêt à tout quitter, mais qui ne brûle pas ses vaisseaux. Il y a 50 ans, il était prêt à tout quitter, et quand il arrivait, conquistador, il brûlait ses vaisseaux. Comme ça, il n'était pas tenté de faire machine arrière. Voilà. Alors, parfois, certains le faisaient. Mais aujourd'hui, voilà, on a toujours les vaisseaux sur la plage qui nous attendent. Donc, il y a toujours parfois cette tentation d'essayer de revenir en arrière. Ensuite, c'est un homme de 100 ans, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sensible ou poreux au travers de notre société occidentale. Et s'il ne les connaissait pas, il les apprend très vite, évidemment.
Donc parfois une certaine forme d'inconstance dans l'engagement qu'on peut observer chez certains, voilà, qui est un de nos travers aujourd'hui, notamment dans nos sociétés occidentales, un peu gavées de réussite en tout sens. Et donc du coup, ce qu'on a réussi, on en veut une autre. Donc on veut changer voilà, et cette difficulté à s'engager fermement, sans esprit de recul et sans chercher forcément le retour. Donc c'est une forme d'inconstance dans l'engagement. Il est aussi soumis, au travers de nos sociétés occidentales, aux addictions, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc là-dessus aussi, par rapport à un temps plus ancien, on a une surveillance très forte dans ce domaine-là, tout type d'addiction. Puis enfin, pour une petite catégorie, évidemment pas tous, mais inévitablement, il est plongé dans la société française. Donc il est aussi de plus en plus attentif à ses droits. Parfois pour certains davantage qu'à ses devoirs. Donc c'est ici encore un des aspects sur lesquels le commandement de la Légion étrangère doit être très vigilant pour justement adapter son style de commandement à ce légionnaire d'aujourd'hui, avec ses forces de toujours et puis ses faiblesses parfois d'aujourd'hui. Évidemment, de toute façon, il est toujours soumis le légionnaire qui nous arrive est souvent le témoin des secousses et des soubresauts du monde, qu'il s'agisse des crises économiques, des conflits. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une légion étrangère et un recrutement. Alors c'est pas la même chose, le stock, et puis ce que l'on recrute, évidemment. Je vais vous donner quelques chiffres que j'avais affichés, mais je les avais notés, bien heureusement. Donc on a ce que nous avons en stock, et puis ce que l'on recrute. Alors aujourd'hui, en stock, on a 18% d'Amérique du Sud et centrale. Mais ce que l'on recrute en 2022, c'est 36% du recrutement. C'est-à-dire qu'on a une très forte augmentation de recrutement d'Amérique centrale. Et du Sud, bien sûr. Voilà. Avec comme premier pays recruté la Colombie. Le monde slave, donc on va parler de monde slave au-delà de l'Union européenne, parce qu'évidemment on a des pays slaves dans l'Union européenne, on a en stock 15%, ce qui est important. Donc Russie, Ukraine, Biélorussie, et puis Biélorussie, Jean Grivitsky est d'origine biélorusse, et puis on a et puis tout ce qui est satellite autour de la Russie, 15% en stock. Nous ne recruterons aujourd'hui que 2% en 2022. Voilà. Pour plusieurs raisons, voilà, mais de manière un peu délibérée. Le stock des Européens, c'est 31%. Le recrutement, c'est 15% aujourd'hui, en 2022. Donc la part des Européens, notamment de l'Ouest, diminue assez fortement. Voilà. Et la part des Européens de l'Est diminue également un peu moins. Donc, quand je vous disais que c'était lié évidemment au soubresaut, quand je suis arrivé jeune lieutenant en 2003 dans ma section, il n'y avait que des Hongrois et des Polonais, quasiment. Voilà, mon sous-officier adjoint était hongrois, il y avait 4 ou 5 Hongrois, il y avait 5 ou 6 Polonais, voilà, puis après le reste était réparti parmi les nationalités. Voilà. Aujourd'hui, on recrute de moins en moins dans ces pays-là, assez naturellement, parce que le niveau de vie a fortement augmenté. Et qu'aujourd'hui, changer de vie, c'est pas forcément aller dans la Légion étrangère. Voilà. Donc il y a cet aspect-là qui, voilà, quand je vous parlais des soubresauts du monde, et puis du témoignage de ces soubresauts dans nos recrutements, c'est intéressant. Voilà. Et puis enfin, le sous-continent indien est fortement représenté. On a en stock 12%. Donc sous-continent indien, on inclut le Népal. Et on a aujourd'hui donc 12% en stock et on a 15% en recrutement. Donc ça augmente fortement, dont 12% de Népalais. Voilà. Donc les Népalais représentent aujourd'hui 12% du recrutement. Voilà. Et le Colombien, quasiment 18%. Voilà, la Colombie et le Népal, 2 pays qui sont les plus forts pourvoyeurs de légionnaires. Voilà. Donc vous imaginez bien que par rapport à une légion qui était assez européenne jusqu'aux années 2000, et une légion qui était assez européenne de l'Ouest jusqu'aux années 70, ça change évidemment la nature des relations, et qu'il faut à la fois avoir, face à ce légionnaire qui a des principes, des caractéristiques qui traversent le temps, et puis un homme de son temps, il faut aussi avoir un style de commandement, de formation, d'intégration, qui à la fois respecte des principes intangibles, et puis ensuite est capable de s'adapter aux hommes qui justement nous arrivent. Voilà pour ce tableau, très rapidement, à la fois de la Légion étrangère, 11 régiments, dont 8 régiments des forces, une force combattante, intégrée à l'armée de terre, sous commandement français, très important, et puis ce tableau du légionnaire en tant que tel, qui nous arrive aujourd'hui du monde entier, voilà, du monde entier, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, on avait parfois 1 ou 2 représentants de certaines nationalités, aujourd'hui le légionnaire arrive du monde entier, assez massivement. Voilà. Et l'essor d'Internet permet justement d'avoir cette communication de recrutement de manière beaucoup plus aisée que ça n'était le cas il y a 30 ans. Voilà. Donc c'était quand même parfois du bouche à oreille qui permettait de voir arriver à vélo parfois un Mongol qui avait traversé
toute l'Asie centrale pour venir. Je n'invente pas. Hein. Alors voilà pour cette première partie sur la Légion d'aujourd'hui et le légionnaire d'aujourd'hui. Voilà. Et puis on en parlera tout à l'heure beaucoup plus avec nos camarades qui sont là. Alors, deuxième partie, on va revenir maintenant un peu en arrière, après avoir fait le point d'aujourd'hui, et puis je vais essayer de vous présenter pourquoi, en fait, depuis 1831, la Légion a maturé progressivement et a fait émerger des grands principes que l'on retrouve aujourd'hui et qui nous semblent intangibles, mais qui ne l'ont pas toujours été. Donc la Légion étrangère, comme je vous l'ai dit, elle a été créée en 1831, loi du 9 mars 1831, par Louis-Philippe, pour une raison très simple. C'est la conquête de l'Algérie. Voilà, 1830, la conquête de l'Algérie. En 1830, pour faire face, alors sans visée coloniale, parce que ce n'était pas encore l'esprit en 1830, mais pour faire face à l'insécurité en mer Méditerranée, notamment sur les côtes d'Afrique du Nord, une expédition est lancée par Louis-Philippe, d'ailleurs pas par Louis-Philippe, par Charles X, voilà, juste avant les Trois Glorieuses. Et cette expédition a pour objectif d'aller faire un peu le ménage sur les rives sud de la mer Méditerranée. Voilà. Le problème des militaires, c'est quand on les envoie quelque part, ils s'installent. Ils commencent à peaufiner un peu, puis après ils disent pourquoi on n'irait pas plus loin. Voilà. Donc Louis-Philippe arrive et l'expédition se poursuit. Et on se dit, on va conquérir l'Algérie. Ce qu'on appelait l'Algérie avant, c'était, ça s'appelle aujourd'hui l'Algérie, ça ne s'appelait pas l'Algérie encore, mais c'était surtout les côtes, en fait, voilà, quasiment jusqu'à la Kabylie. Mais on ne rentrait pas vraiment à l'intérieur. Voilà. Et donc Louis-Philippe va créer la Légion étrangère, et on va avoir une première phase, de 1831, création, jusqu'à 1839, qu'on va appeler la phase de la première Légion. Voilà. Cette première Légion, elle aura des caractéristiques qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà. Et puis certaines qui existent toujours. La première d'entre elles, c'est qu'elle était destinée à combattre en dehors des limites continentales du royaume. Donc elle ne pouvait pas combattre dans les limites continentales du royaume. Donc elle a été créée pour l'outre-mer. Voilà, pour la conquête de l'Algérie, mais pour l'outre-mer de manière générale. La deuxième chose, c'est qu'en fait, elle amalgamait d'anciens volontaires de différents pays qui servaient notamment le régiment de Hohenlohe, qui était un régiment qui a perduré jusque sous Charles X et qui déjà recrutait des étrangers. Mais que la répartition dans les compagnies ou dans les bataillons était faite par nationalité. Donc il y avait les Belges, les Allemands, enfin les peuples allemands, puisqu'en 1830, ils étaient quand même un peu répartis au sein à la fois de la Confédération, enfin de l'Empire d'Autriche et puis ensuite la Prusse. Ouais. Donc on avait des Allemands, voilà, des Italiens, parfois des Espagnols, mais ils étaient regroupés par bataillons de nationalité, parce qu'on disait que ça serait le meilleur moyen que chacun se comprenne. Voilà. C'était une catastrophe. On verra pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, on a changé ça. Et puis donc, 1831-1839, en 1835, c'est le début de la première guerre carliste. Donc Isabelle II appelle au secours Louis-Philippe, qui lui dit je vais te donner la Légion. Donc Louis-Philippe donne en bloc la Légion étrangère, la vend même, parce qu'on avait quand même un prix. Il la vend à Isabelle II pour combattre les troupes de son frère. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des guerres carlistes, de la première guerre carliste du moins. Voilà, donc l'infante Isabelle II, désignée par son père pour lui succéder. Son frère n'était pas content. Et donc, première guerre civile espagnole, voilà, 1835. Et donc la Légion est vendue à Isabelle II et laissée en Espagne jusqu'en 1839. Voilà. Et puis en fait, à la fin de la guerre, finalement tout ça est un peu dissous, et puis ils repassent les Pyrénées tant bien que mal, et puis les Français rejoignent les unités, puis les autres on les démobilise. Voilà. Et donc là, on se dit, on a peut-être fait une sottise, parce qu'en fait, c'était pas si mal. Et puis on a toujours des gros besoins pour l'Algérie, parce que le problème c'est que ça dure. Comme je disais, les militaires s'installent, et commencent à continuer à durer. Donc on va avoir une deuxième phase, qui va être ce qu'on appelle la deuxième Légion, création de la deuxième Légion à partir de 1839, et qui va notamment donner naissance à un deuxième régiment étranger, puisque le premier avait été créé en 1831, et qu'on crée ensuite en organisation un deuxième régiment étranger en 1841. Voilà, ce qui a donné le deuxième ERI aujourd'hui. Voilà pourquoi on est le deuxième régiment qui a été créé dans la Légion étrangère. Donc on reconstitue cette force en Algérie à partir de 1839 pour cette phase qu'on appellera la deuxième Légion. Pour les besoins à la fois de la pacification et puis de la construction d'un pays, parce qu'en fait l'armée française a bâti un pays dans cette zone-là, un pays d'une nature totalement nouvelle, voilà, puisque c'est un pays qui a accueilli ensuite énormément d'émigrés de l'ensemble de l'Europe. Voilà. Donc une organisation, un choix d'organisation finalement qui va être fondamentalement modifié, et ça c'est le premier point d'histoire que je souhaitais souligner, cette notion d'amalgame. Il y a un chef qui va dire « Notre affaire ne marchait pas très bien, on avait classé tout ça par nationalité, donc du coup c'était un bazar sans nom, on va mélanger tout le monde. »
Alors là, il y a des gens qui sont tombés à la renverse en disant mais ils vont jamais se comprendre. Il a dit c'est pas grave, on leur apprendra le français. Oui. Voilà. Et ce premier principe, qui date de la deuxième Légion, donc des années 1840, est essentiel et aujourd'hui est absolument respecté. Et on veille toujours dans les unités à un sain équilibre entre les nationalités. Et quand on recrute beaucoup d'une nationalité, on veille à les répartir dans les régiments. Et ensuite, au sein des régiments, on veille aussi à la répartition, en tant que c'est possible, des nationalités au sein des compagnies. Voilà. De manière à ne pas avoir de bloc de nationalités trop fort qui pourrait devenir un obstacle à la fois à la progression des autres et un obstacle au commandement. Voilà. Avec une règle très claire qui existe toujours, qui est l'interdiction d'utiliser sa propre langue, notamment pendant les heures de service. Et le français est aujourd'hui, et depuis cette époque, la langue de commandement dans la Légion étrangère. Voilà. Et on n'a jamais dérogé à cette règle. Et régulièrement, les jeunes cadres, les jeunes rappellent aux légionnaires cette règle intangible. Voilà. Et puis ceux qui ne la respectent pas régulièrement sont sanctionnés. Voilà. Donc première chose, et première émergence de ce qui va différencier en fait cette troupe d'une troupe de mercenaires. Voilà. On ne travaille pas dans la langue de son pays d'origine. Voilà. On est intégré dans l'armée française, donc on parle le français, et les ordres sont donnés en français. Ce qui est un vrai challenge qui va traverser les temps. C'est que les légionnaires qui sont là devant vous, notamment les sous-officiers d'origine étrangère, vont devoir apprendre cette langue, mais vont devoir progresser dans cette langue pour pouvoir progresser en grade et progresser dans leur parcours professionnel. Parce qu'ils vont être soumis petit à petit à des examens qui sont les mêmes que leurs camarades français. Il s'agit des examens de cursus, donc pour passer sous-officier par exemple, ou des examens de spécialité. Ils vont même parfois être amenés à aller suivre des stages complexes dans des écoles où on forme aussi les cadres français. Voilà. Donc l'apprentissage du français, c'est un enjeu majeur. Voilà. Et qui est issu de cet amalgame de la deuxième Légion. Alors, troisième période, les guerres du Second Empire. La Légion étrangère vit tranquillement sa vie en Afrique du Nord, et puis l'empereur Napoléon III, comme vous le savez, est extrêmement interventionniste en Europe, notamment, pour notamment essayer de redorer le blason de la France, qui depuis le congrès de Vienne n'est quand même plus vraiment partie prenante dans les affaires européennes. Donc Napoléon III, sans faire son apologie bien sûr, c'est pas le sujet ici, va essayer de remettre la France au cœur de la gestion des affaires européennes. Et donc ça va être pour la Légion étrangère une occasion de se distinguer dans des campagnes très dures. La première c'est la campagne de Crimée, bien sûr, avec la prise de Sébastopol, le siège de Sébastopol en 1855. Où le 1er et le 2e régiment étranger vont se distinguer. Ensuite, la campagne d'Italie, bien sûr, contre les Autrichiens, en appui des Italiens du Piémont et puis de Milan, où on va se distinguer à la bataille de Magenta, et où notre régiment s'est d'ailleurs distingué. Notre chef de corps, à la bataille de Magenta, a été tué au combat. Voilà. Il s'appelait le colonel de Chabrières, de Granay-Lacroix de Chabrières. C'est la raison pour laquelle la caserne s'appelle caserne de Chabrières, en hommage au colonel de Chabrières, qui est originaire de pas très loin, de Bolène. Voilà. Donc à Bolène, il y a sa tombe, la tombe du colonel Eugène Granet de la Croix de Chabrières. Voilà. Bataille de Magenta. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, la campagne du Mexique, alors un peu désastreuse pour le Second Empire. Mais évidemment, qui va être marquée par la bataille, par différentes batailles importantes, notamment le siège de Puebla, que l'histoire militaire aurait pu retenir. Mais finalement, l'histoire militaire a retenu quoi de la campagne du Mexique? Évidemment, Cameron, qui est une défaite d'une petite troupe de 65 officiers et légionnaires, mais qui est une défaite qui a eu un retentissement immense en France, et qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Un retentissement immense, pourquoi? Parce que cette petite troupe, en fait, déjà a rempli une mission essentielle, qui était de protéger un convoi très important pour ravitailler Puebla, et puis ensuite parce qu'elle s'est opposée à une force 20 fois supérieure en nombre, et qu'ils ont combattu jusqu'au bout, jusqu'au dernier. Voilà. Et que seuls 5 ont été épargnés par les Mexicains, à la condition que les Mexicains leur laissent leurs armes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont combattu jusqu'au bout comme ça? Tout simplement parce que leur capitaine, qui était à leur tête, leur a fait prêter serment de combattre jusqu'au bout. Et qu'ils l'ont tous prêté, sans exception. Voilà. Ils ont prêté serment de combattre jusqu'au bout, et ils ont tenu ce serment. Alors aujourd'hui, ça nous semble assez naturel, Cameron, on se dit, c'est facile, mais imaginez-vous face à 2000 types qui arrivent en face, et puis que votre chef, que vous appréciez ou pas, un peu ou pas trop, qui vous a puni hier, parce que vous êtes arrivé en retard à l'appel, et qui vous dit, maintenant tu vas prêter serment, et on va combattre jusqu'au bout, jusqu'au dernier. Et tout ça pour un convoi de mules et quelques millions en numéraire, comme le dit le récit. Voilà.
Alors qu'est-ce que ça va être cette bataille de Cameroun? Pourquoi elle aura un retentissement dans la Légion étrangère? Deuxième aspect, le premier c'était l'amalgame, je vous l'ai dit, des nationalités. Le deuxième c'est le respect de la parole donnée. Voilà. Et ce principe-là, deuxième principe, issu de l'histoire de la Légion, va traverser l'histoire de la Légion et évidemment aujourd'hui revêt une importance fondamentale dans nos rangs. Le respect de la parole donnée, quelle qu'elle soit. Évidemment la parole donnée au combat, mais la parole donnée au quotidien, tous les jours. Voilà. Quand je dis quelque chose, je le fais. Voilà. Quand je reçois une mission, je la remplis. Voilà, la mission est sacrée, tu exécutes jusqu'au bout. Voilà. Le respect de la parole donnée. Deuxième principe. À la fin du Second Empire, arrive la guerre de 1870, évidemment, qui mettra fin dans des conditions un peu terribles et très rapides, finalement, au Second Empire, et donc au règne de Napoléon III. Troisième fait majeur qui restera, c'est que c'est la première fois que la Légion étrangère, contrairement aux règles initiales, est employée sur le sol métropolitain. Voilà, puisque Napoléon III, d'ailleurs Napoléon III fait appel à la Légion étrangère, qui débarque donc à Marseille et vient combattre sur le sol métropolitain contre un ennemi européen. C'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà laissé en Algérie tous les Allemands. Évidemment. Puisqu'en 1870, ils auraient eu à combattre contre leur propre patrie d'origine. Voilà. Donc un principe qu'on a ensuite respecté à travers le temps. Non pas en interdisant aux ressortissants d'un pays de combattre leur ancien pays, parce qu'ils peuvent avoir de bonnes raisons de le faire, mais en étant certains de leur volontariat pour le faire. Et on a toujours veillé, dans l'histoire de la Légion étrangère, à ne pas forcer un ressortissant d'un pays d'origine à combattre contre la propre terre de ses ancêtres. Voilà. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des Allemands pendant la période 39-54 en fait. Voilà. Voilà. Donc troisième principe, intervention sur le sol métropolitain. Et donc en fait ce principe se renouvellera régulièrement. Et la Légion étrangère qui était créée au départ pour combattre en dehors des limites continentales du royaume, interviendra sur le sol métropolitain. Ensuite viendront la période des guerres de colonisation, où la Légion étrangère évidemment sera employée très massivement jusqu'à la Première Guerre mondiale, notamment dans des terres plus lointaines que l'Algérie, au Tonkin bien sûr, notamment face au pavillon noir chinois, et puis dans d'autres pays africains, à Madagascar, au Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin, voilà, donc dans beaucoup de campagnes africaines et tonkinoises. Et ce qu'on retiendra de cette campagne du Tonkin, qui a été très dure, c'est cette phrase du colonel de Négrier, qui était passé général d'ailleurs à ce moment-là, et qui a dit une phrase terrible. « Vous autres légionnaires, êtes soldats pour mourir, je vous envoie là où l'on meurt. » Cette phrase terrible, en fait, va être le quatrième aspect qui va traverser ensuite l'histoire de la Légion étrangère, celui de la notion de sacrifice total. Et la Légion étrangère va devenir cette troupe que l'on envoie quasiment régulièrement dans les coups très durs et qui saura faire preuve d'un esprit de sacrifice total quand elle sera engagée dans des combats les plus durs. Voilà le quatrième aspect dans l'histoire de la Légion étrangère. L'amalgame, on a dit, la parole donnée, Cameroun, le sol métropolitain, 1870, et puis la campagne du Tonkin, cette notion de sacrifice total, qui est dite très durement par le général de Négrier, qui était un ancien officier de la Légion étrangère, qui avait servi dans la Légion. Vous autres légionnaires, êtes soldats pour mourir, je vous envoie là où l'on meurt. Viendront ensuite les guerres mondiales, évidemment, la première, la deuxième guerre mondiale, avec une véritable rupture durant la Seconde Guerre mondiale, une antinomie quasiment entre la première et la deuxième. La Première Guerre mondiale, c'est la guerre pendant laquelle la Légion étrangère va faire bloc et va alimenter en permanence des troupes. Dès 1914, elle est déployée sur le sol métropolitain, conformément au principe acquis depuis 1870. Le premier et le deuxième régiment étranger vont envoyer ce qu'on appelle des régiments de marche. Donc on prend les régiments qui sont implantés en Algérie, on amalgame tout ce qui est apte au combat, et puis on fait un régiment de marche. Et puis les pertes vont être telles dans les premiers mois de 14 que dès 1915, on va fusionner ces régiments qui n'ont plus les effectifs nécessaires pour continuer à vivre, et on va les amalgamer pour former ce qu'on appelle le régiment de marche de la Légion étrangère, le régiment de marche de la Légion étrangère, RMLE, qui deviendra plus tard le 3e RUI, troisième du nom. Lui va subir des pertes terribles, mais sera le deuxième régiment le plus décoré de la guerre de 14-18. Voilà, un régiment étranger. Il y avait quand même pléthore de régiments français. Et c'est un régiment étranger, donc de la Légion étrangère, qui est le deuxième. Le premier étant le RICM, le régiment d'infanterie et de chars de marine aujourd'hui, qui avant s'appelait le régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Voilà, qui existe toujours, qui est stationné à Poitiers, qui est un régiment de cavalerie légère aujourd'hui. Donc la Légion d'un seul bloc, Première Guerre mondiale.
La Deuxième Guerre mondiale, c'est presque antinomique, c'est la guerre du déchirement. Et la Légion étrangère va un peu traverser cette guerre. Alors, pourquoi le déchirement? Parce que en 1940, vous savez que la 13e demi-brigade de Légion étrangère est mise sur pied et pour participer à l'expédition en Norvège. Voilà, puisque il s'agit d'aller protéger de l'invasion allemande les installations en Norvège, notamment évidemment les gisements d'uranium, voilà, et d'eau lourde, voilà, qui permettent de créer de fabriquer de l'eau lourde. Voilà. Bon, cette expédition finalement se termine pas très bien, parce que les Allemands, avec leur puissance, s'emparent de la Norvège. Mais la 13e demi-brigade de Légion étrangère, qui a été formée pour ça, rentre en France, mais fait escale avant de rentrer en Angleterre. Arrive la campagne de France, et puis la paix séparée, l'armistice que demande le maréchal Pétain, ce qui correspond quasiment à une paix séparée, ce qui était contraire aux accords que la France avait signés avec la Grande-Bretagne. Voilà. Ce qui déclenchera, de manière très factuelle, ce qui déclenchera la révolte du général de Gaulle face à cette trahison de cet accord avec les Anglais. Voilà. Donc la Légion étrangère, qui est stationnée en Afrique du Nord, dont certaines unités avaient commencé à être mises sur pied durant la drôle de guerre, mais qui n'étaient pas prêtes, comme en 14, à s'engager massivement en débarquant à Marseille, surtout en Afrique du Nord, et puis dans d'autres régions, notamment en Syrie. Eh bien, la Légion étrangère va être confrontée à un grand déchaînement, puisque la 13e demi-brigade de Légion étrangère va rejoindre très rapidement, depuis l'Angleterre, les forces françaises libres. Et cette 13e DBLE, qui va combattre notamment en Égypte, vous le savez, à Bir Hakeim, et puis à El Alamein, va également débarquer en Syrie, d'abord en 1941, et va donc être opposée au 6e régiment étranger d'infanterie, qui lui également est en Syrie, puisqu'il fait partie des forces qui sont chargées d'assurer la sûreté du protectorat français sur la Syrie et le Liban. Voilà. Donc une période très difficile pour les Légions étrangères, où finalement des légionnaires vont se trouver les uns face aux autres, ce qui n'avait jamais été le cas. Donc un premier déchirement, où la Légion étrangère, pour la première fois, est plongée dans les turpitudes nationales, alors qu'elle avait été mise à l'écart de ça, par sa vocation d'outre-mer notamment. Donc un moment très désagréable, et on verra que ce premier incident, 1941, était parfois un peu oublié, mais que certains ne l'auront pas oublié. Et on verra que dans les affaires algériennes notamment, on retrouvera que les gènes de la révolte algérienne, entre guillemets, inacceptable en tant que telle, évidemment, pour la part de militaires et d'officiers particulièrement, trouve son origine, ses racines dans cette première scission, à la fois militaire, dans l'armée, entre les partisans qui ont rallié la France libre, et puis l'armée d'armistice, jusqu'en 1942, et puis ensuite l'armée d'Afrique. Et la Légion n'a pas été épargnée par ça. Voilà. Donc cette notion de déchirement, voilà, un autre, pas un principe, mais un point que je voulais mettre en valeur à travers l'histoire de la Légion, et qui après la guerre d'Algérie, sera un élément fondamental sur lequel les chefs de la Légion étrangère seront extrêmement vigilants. Voilà. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment l'Extrême-Orient, donc la guerre d'Indochine, et puis la guerre d'Algérie. C'est à la fois la campagne du sacrifice total, conformément à ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le Tonkin, dans les années 1880, et puis c'est la fin d'un modèle. La fin de la guerre d'Algérie, c'est la fin d'un modèle. Alors pourquoi le sacrifice total? Parce que en fait, la campagne d'Indochine, c'est la campagne la plus meurtrière pour la Légion étrangère. Voilà, entre 1949 et 1954, la Légion, il y a environ 72 000 légionnaires qui vont défiler, évidemment au fur et à mesure des relèves, parce que pour ceux qui s'engagent 5 ans, évidemment, il y en a qui sont au combat, donc il faut renouveler. Donc les bataillons qui sont déployés en Indochine sont réalimentés régulièrement par les contingents venus d'Afrique du Nord, d'Algérie notamment, où ils sont formés. 72 000 légionnaires vont transiter ou combattre en Indochine entre 1946 et 1954. Près de 11 000 d'entre eux vont mourir. Donc des taux de perte de plus de 12%. Voilà. Donc le reste des unités françaises, c'était environ 7%. Voilà. Et sachant qu'on n'envoyait que des troupes de métier, évidemment, durant la guerre d'Indochine. Donc vraiment le combat, la guerre du sacrifice total, qui va marquer profondément la mémoire de la Légion étrangère jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Avec évidemment des épisodes bien connus, comme la retraite de la RC4, voilà, donc les combats de Kaobang en 1950, où une partie du 3e URI et puis le 1er bataillon étranger parachutiste sont décimés, et puis évidemment la bataille de Dien Bien Phu, où plus de la moitié des troupes sont constituées de légionnaires, soit des légionnaires parachutistes, soit des légionnaires du 2e URI, le 1er bataillon, du 3e URI ou de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Voilà. Donc guerre d'Indochine, Extrême-Orient qui va profondément marquer la mémoire de la Légion étrangère. Voilà. Et si nos monuments aux morts sont vraiment mis en valeur
ces pertinences qui ont été connues par les régiments étrangers. Puis la guerre d'Algérie, bon, je ne reviendrai pas évidemment sur l'engagement de la Légion étrangère, puisque l'Algérie, c'est quand même la terre qui a vu naître un peu la Légion étrangère. Donc un déchirement, évidemment, en 1962, quand il faut quitter cette terre. Un déchirement pour la Légion, qui veille à tout emmener, voilà, et qui reconstruira ensuite, en métropole, notamment à Aubagne, un quartier à l'identique, quasiment, que celui qu'elle avait bâti à partir des années 1840 à Sidi Bel Abbès. Voilà. Chez Sidi Bel Abbès, il y avait les quartiers du premier régiment étranger, donc la maison mère, le dépôt commun, mais la ville a été construite par les légionnaires. Les rues ont été tracées, les maisons ont été construites par les légionnaires. C'était une ville militaire, Sidi Bel Abbès, voilà, qui après avait évidemment grandi. Donc voilà pour cette période, sacrifice total. Et puis ensuite viendra la période 62-78. Alors pourquoi je fais ce découpage ? Parce que 78 c'est Colvézi, et ça va être l'intervention Colvézi va être l'archétype du nouveau type d'intervention de la Légion étrangère et de toute façon des forces d'intervention de l'armée de terre. 62-78, c'est quand même une période très incertaine, où on cherche un mode d'emploi, où déjà on cherche une raison d'être à la Légion étrangère, puisque évidemment, si elle était faite pour servir l'outre-mer, à quoi va-t-elle servir sur le territoire métropolitain, notamment en temps de paix ou de guerre froide, mais où on avait constitué un corps blindé mécanisé très massif, de plus de 500 000 hommes, avec les AP du contingent notamment, dont une grosse partie était déployée en Allemagne de l'Ouest. Voilà. Donc quoi faire de cette Légion étrangère ? Période un peu d'inaction, où beaucoup de légionnaires cherchent un sens en fait à leur engagement. Une inaction qui ne va pas trop durer, puisque la France assez rapidement va intervenir dans ce qu'on appelait le précaré africain, mais qui finalement est en appui ou pour aider à résoudre certaines révoltes. Donc on pense au Tchad dès les années 68. Voilà. Mais 78, c'est vraiment avec l'opération Bonite à Colvézi, elle confirmera vraiment le besoin d'avoir un corps expéditionnaire solide, très professionnel, très entraîné, qui permet de réagir très rapidement justement aux soubresauts du monde, là où les intérêts de la France sont menacés. Et Colvézi conduira donc à cette dernière période, je dirais 78 jusqu'à maintenant, qui a été la période des opérations extérieures, de l'intervention, voilà, dans laquelle la Légion étrangère a retrouvé un peu toutes ses lettres de noblesse, en étant intégré dès 1984 à ce qu'on appelle la force d'action rapide, dans laquelle tous les régiments de la Légion étrangère, faisaient partie, et qui est devenue de fait, jusqu'à la professionnalisation, 98, le principal pourvoyeur des forces d'intervention extérieure. Et puis après la professionnalisation et la très forte réduction du format de l'armée de terre, évidemment la Légion étrangère a pris son tour dans les projections extérieures avec le reste de l'armée professionnelle, tout en s'adaptant en permanence pour rester des régiments de pointe, vous l'avez dit, on a parlé de matériel de pointe, aujourd'hui qui sont très numérisés dans leur système de communication, dans leur système de combat. Et ça, c'est le dernier trait qu'on observe aujourd'hui, nous, au deuxième rue, de toute façon, très concrètement, l'année passée et cette année, mais qui traverse la Légion étrangère aussi. Et le dernier trait que je voulais souligner, cette capacité d'adaptation de la Légion étrangère. La Légion, elle s'est toujours adaptée, à la fois aux techniques de combat, à la fois au contexte, à la fois au contexte politique, évidemment, au contexte militaire, et puis elle s'est adaptée aussi aux hommes qui la composaient en permanence. Voilà. Donc voilà, à travers cette petite histoire de la Légion étrangère, comment est née la notion d'amalgame. Aujourd'hui, les unités sont internationales. Les sections de 40 légionnaires, il y a toutes les nationalités. Amalgame, du fait de la deuxième légion, comme je vous l'avais dit. Le respect de la parole donnée, les guerres du Second Empire, Cameron. L'intervention sur le sol métropolitain, 1870. Donc depuis lors, on est toujours intervenu dans les conflits majeurs sur le sol métropolitain. L'esprit de sacrifice total, le Tonkin, comme je l'avais dit. Le déchirement, qui aura profondément marqué les Légions étrangères, 1941, dès le début. Et puis ensuite, évidemment, la guerre d'Algérie, et qui fera que nos chefs sont extrêmement... que des règles seront mises en place pour éviter que ça ne se reproduise. Et aussi des règles pour faire preuve pour montrer aussi sa bonne volonté, parce qu'après la guerre d'Algérie, la Légion a été en danger, et c'est Pierre Messmer qui a sauvé la Légion étrangère auprès du général de Gaulle, qui d'ailleurs se posait, au-delà du fait que des officiers issus de la Légion étrangère avaient soutenu le putsch des généraux, dont aucun n'était de Légion d'origine d'ailleurs, mais au-delà de cet aspect-là, de révolte contre l'État, Jean de Gaulle disait surtout, de toute façon, elle ne nous servira plus à rien, puisqu'on se retire d'Afrique du Nord. Voilà quelques traits caractéristiques de la Légion étrangère à travers son histoire. Je vais terminer par ma troisième partie, un modèle unique, un modèle français. Alors,
À partir de tous ces principes que je vous ai présentés, comment la Légion étrangère, pourquoi la Légion étrangère aujourd'hui, comment elle fait pour demeurer ce modèle unique? Voilà. D'abord parce qu'elle est sous commandement français. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous parlais de la loi du 9 mars 1831. La Légion étrangère, ça n'est pas du mercenariat. Tout simplement parce que les unités, les régiments de la Légion étrangère sont sous commandement d'officiers français. Voilà, moi je suis français, Madame le préfet l'a dit, j'ai fait une école d'officiers français, et 90% de mes officiers au régiment sont français. Uniquement 10% sont issus des rangs des légionnaires, donc à titre étranger, comme le capitaine Linden qui est présent. Donc la Légion étrangère, c'est pas du mercenariat. Et c'est important aujourd'hui de souligner, parce qu'on voit bien que dans les conflits d'aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne en est un exemple frappant, mais ça n'a pas commencé le 24 février 2022, ça a commencé bien avant. On a dans nos conflits modernes cette notion un peu de guerre indiscernable, où finalement on est entre un état de guerre et un état de paix, et dans cette guerre indiscernable, on a des acteurs armés, très nombreux, mais qui ne sont pas des ressortissants d'une armée régulière, d'une armée d'un État. Voilà. Et de plus en plus, les grands États, les grandes puissances, et pas que les Russes aujourd'hui avec Wagner, les États-Unis ont fait la même chose en Irak, ont fait la même chose aussi en Afghanistan, emploient des forces privées pour assurer des tâches sur le champ de bataille, pas forcément des tâches offensives, bien sûr. La milice Wagner est vraiment la première à faire ça en Ukraine, mais à employer des soldats privés. Donc c'est un peu une forme de retour au mercenariat de l'ancien régime. Voilà. Et donc aujourd'hui, la Légion étrangère, dans ce contexte-là, elle a cette permanence et ce discours, c'est pour ça que je vous le redis ce soir avec beaucoup de force, de préserver son modèle unique, c'est-à-dire le modèle d'abord qui repose sur le commandement français, avec les règlements de discipline de l'armée française, et non pas des règlements particuliers. Voilà. La Légion étrangère, c'est un modèle unique aujourd'hui aussi, et surtout parce que c'est un modèle qui offre une seconde chance. Le légionnaire ne rejoint pas la Légion uniquement pour gagner de l'argent, et puis ensuite pour partir quand il le souhaite, et rompre son contrat quand il le souhaite. Non. La Légion étrangère, elle offre une seconde chance à celui qui souhaite s'engager, et qui va, en échange de ce que lui offre la Légion étrangère, poser un engagement sur la table, et respecter la parole, l'engagement qu'il a pris. Voilà. C'est fondamentalement ce qui fait l'originalité du système de la Légion étrangère. Donc ça repose sur plusieurs caractéristiques très concrètes. La première, c'est que pour s'engager à la Légion étrangère, ce que stipulait la loi du 9 mars 1831, c'est qu'on avait juste besoin de présenter un papier d'identité, qui, comme vous le savez, peut être vrai ou faux. On a gardé l'esprit de cette règle, notamment pour préserver cette possibilité de seconde chance, et on engage aujourd'hui un légionnaire systématiquement sous ce que l'on appelle l'identité déclarée. C'est-à-dire que d'une identité réelle, présumée réelle, mais on ne peut pas le vérifier, on va lui attribuer une nouvelle identité. Donc un nouveau prénom, un nouveau nom, une nouvelle date de naissance. Voilà. Donc Monsieur Durand, qui s'engage, qui se présente à Aubagne, à l'engagement, va être engagé sous le nom de légionnaire Dupont. Voilà. C'est une vraie fausse identité. Voilà. Mais qui est permise par la loi et par le statut à titre étranger de 2008, donc par la loi qui constitue le Code de la Défense de 2005 et le statut à titre étranger de 2008. Voilà. Cette possibilité qui est offerte et qui est systématiquement mise en œuvre d'engagement sous identité déclarée, elle a deux vocations. C'est protéger le candidat et protéger l'institution. D'abord, protéger le candidat. Pourquoi ? Parce que on ne veut pas avoir des candidats qui sont soumis à des pressions extérieures. Voilà. Donc ils peuvent être reconnus d'emblée. Alors on peut penser notamment à des gangs qui le recherchent et qui le retrouveraient dans nos rangs. Ou alors à des gangs dont il fait toujours partie et qui l'envoient s'engager dans la Légion étrangère pour éventuellement aller régler son compte à quelqu'un qui lui-même s'était engagé. Voilà. Donc on a cette identité déclarée d'abord pour protéger le candidat. Il vient, il change de nom. Voilà, initialement. C'est aussi pour lui permettre, en quelque sorte, non pas de fuir la justice, parce que le mot est un peu fort, et que la Légion n'engage pas de criminels, notamment. Voilà, n'engage pas de criminels. Mais de s'arranger avec les petites affaires pas très claires qu'il aurait pu avoir dans le passé. La plupart du temps, c'est les affaires de dette. Voilà. Et je pense notamment aux Français qui s'engagent souvent
c'est soit des gens endettés ou ceux qui ont des arriérés de pension ou des choses comme ça, et qui vont aller chercher justement l'opportunité de se refaire, entre guillemets, comme vous disiez, dans la Légion étrangère. On a aussi, par exemple, ceux qui n'ont pas fait leur service militaire dans leur pays, quand c'est obligatoire. Donc, idem, l'identité déclarée leur permet de se mettre à l'abri de recherche pendant un certain temps. Le deuxième aspect de l'identité déclarée, c'est la protection de l'institution. Bon, là, qui évidemment est fondamentale. Voilà. Pour, par exemple, éviter essentiellement, alors éviter d'engager des gens qui se présentent avec des papiers dont on ne saurait pas qu'ils sont faux, mais qui sont en fait faux, de manière à éviter le recel d'identité. C'est-à-dire une identité déclarée, et puis ensuite on engage quelqu'un qui s'engage sous un faux nom, à qui on va donner des papiers, qui ensuite va pouvoir prendre un emprunt, par exemple, de 200 000 €, et puis qui ensuite va repartir. Voilà. Alors qu'en fait, il a fait ça sous une fausse identité que l'on a acceptée, parce qu'on ne l'avait pas vérifiée. Donc on va l'engager sous identité déclarée. Monsieur Dupont est devenu le légionnaire du rang. Et dans la première année de service, une fois que lui aura commencé son instruction, puisque après, au maximum 2 semaines à Aubagne, il va partir à l'instruction au 4e régiment étranger, la Forge, on va entamer un travail de régularisation de sa situation militaire. RSM, régularisation de sa situation militaire. Et donc c'est ce système très ingénieux qui a été mis en place depuis très longtemps et qui nous permet d'engager qui que ce soit, mais ensuite d'aller lui demander de fournir les preuves de son identité réelle. C'est-à-dire que M. Dupont, qui s'est présenté à Aubagne, qu'on a engagé sous le nom de légionnaire du rang, on lui dit on va te garder, mais il va falloir régulariser ta situation militaire. Et donc il va falloir que tu nous prouves que tu t'appelles M. Dupont. Et pour prouver qu'il s'appelle M. Dupont, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il apporte un acte de naissance. Certifié. Enfin, qui n'est pas un faux. Donc qui est certifié par l'administration de son pays d'origine. Voilà sur quoi repose cette notion de seconde chance. C'est l'engagement sous identité déclarée. Donc c'est évidemment une exception au droit, puisqu'on crée des vraies fausses identités, voilà, mais qui permettent d'engager des légionnaires et de ne pas se retrouver dans la situation d'engager des gens sous une fausse identité. Voilà. Là, on crée une vraie fausse identité, mais que l'on contrôle. Voilà. Et quand il arrive avec son acte de naissance, et que le dossier est complet, le général qui commande la Légion étrangère, ce qui est comme un droit important, un droit administratif très important, tamponne et dit « Le légionnaire du rang s'est présenté sous le nom de M. Dupont, est bien M. Dupont, et va donc devenir le légionnaire Dupont. » De M. Dupont, on est passé au légionnaire du rang, qui devient le légionnaire Dupont. Même légionnaire de première classe, parce qu'après dans le service, souvent il est passé première classe. Donc voilà comment fonctionne le système de l'identité déclarée. Voilà. Qui est un point important de ce modèle, de cette exception française. Il n'y a que la France qui fait ça, et qui accepte de faire ça pour engager dans la Légion étrangère. Voilà. Alors vous imaginez bien que ça génère une grande quantité d'actes administratifs, parce que le monsieur Dupont, quand on l'a engagé du rang, comme il va se faire soigner dans les hôpitaux militaires, il va être affilié à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la CNMSS. Il va être affilié comme légionnaire du rang. Et puis un an après, on va lui dire, bon, changement de carte vitale. Donc on appelle la CNMSS, on lui dit, en fait, lui, on l'a rectifié. Alors maintenant, il faut une nouvelle carte vitale. Donc tout ça est un écosystème administratif qui fonctionne remarquablement, mais qui, évidemment, est déjà ancien et doit être en permanence mis à jour. Voilà. Parce qu'un légionnaire, pour toucher sa solde, aujourd'hui, ne peut plus la toucher en liquide. L'État ne paye plus en liquide. Voilà. Vous savez quelque chose, oui, Madame la Préfète. Oui. Alors qu'on a payé en liquide très longtemps les légionnaires, jusqu'aux années 90. Donc il faut bien un compte, mais il faut un compte sur une vraie fausse identité. Donc on a des accords avec une banque, le Crédit Agricole, qui ouvre un compte d'emblée, après une fois que l'engagement est signé, il ouvre son compte au nom du légionnaire du rang, et puis une fois qu'il est rectifié, le Crédit Agricole dit ok, donc c'est bon, le tampon du général n'est pas un faux, on bascule le compte sur tel nom et c'est son identité réelle. Alors, voilà un peu sur quoi repose cette notion de deuxième chance. Comment est-ce qu'on arrive à créer ensuite l'esprit de corps et cet amalgame dans nos unités par différentes règles, au-delà de cette notion de situation militaire que l'on régularise, avec des éléments très forts, qui sont d'abord, dans un premier temps, le code d'honneur. Voilà. Chaque légionnaire connaît par cœur son code d'honneur, et ce code d'honneur, en fait, est la colonne vertébrale de la manière d'agir au quotidien et au combat du légionnaire. La valeur de la parole donnée, on en a parlé, c'est issu de notre histoire. Le style de commandement, un style de commandement qui est ferme, bien sûr,
mais qui est toujours teinté d'une certaine forme de bienveillance, notamment pour des légionnaires qui, notamment en début de service, ne parlent pas très bien le français. Voilà. Et puis un des outils fondamentaux pour l'amalgame aujourd'hui, et qui aussi fait de la Légion étrangère cette exception, c'est évidemment le 4e régiment étranger, dont j'ai parlé depuis le début, qu'on appelle qui est un peu la fonderie où on forme le légionnaire, et qui permet, notamment dans les premières semaines, à la fois de mettre en œuvre cette seconde chance, c'est-à-dire de couper le légionnaire de l'homme ancien qu'il était, notamment parce qu'il y a des règles très strictes, pas de téléphone portable, un isolement complet pendant 1 mois dans ce qu'on appelle les fermes, qui sont des petits centres d'entraînement par compagnie. Et pendant les 4 premiers mois de sa vie de légionnaire, le légionnaire va être coupé de sa vie ancienne, coupé du monde, et va s'amalgamer avec l'ensemble de ses camarades de toutes les nationalités. Voilà, une période essentielle. Si on rate cette période des 4 premiers mois, finalement, on mettra sur les rails de mauvais légionnaires. Donc son succès est essentiel et c'est pour ça qu'on accorde une importance capitale à la formation. Voilà. Et puis ensuite, plus tard, vous avez des règles de vie très spécifiques. Voilà. Donc jusqu'à 5 ans de service, par exemple, qui est la durée du premier contrat, le légionnaire est soumis à des règles, à une réduction de droits, à une restriction de certains droits, qui est validée par le décret. Notamment l'obligation de loger à la caserne, l'obligation de sortir en tenue militaire pour les légionnaires qui ont moins de 5 ans de service, l'interdiction de se marier, l'interdiction de prendre des crédits jusqu'à 5 ans de service, l'interdiction d'acheter un véhicule à moteur jusqu'à 3 ans de service. Voilà. Donc des règles de vie qui font de ces 5 premières années de contrat, en fait, la période de l'apprentissage de la société française. On ne peut pas livrer à un étranger qui ne connaît rien à notre culture l'ensemble des règles, et il doit les mériter à travers l'excellence de ses services. Voilà. Et d'ailleurs, quand un légionnaire quitte le service actif et se présente à Aubagne, on lui remet, s'il a bien servi, ce qu'on appelle un certificat de bonne conduite. Ce certificat de bonne conduite, signé par le général, lui permet ensuite d'obtenir notamment un titre de séjour, s'il souhaite rester en France. S'il n'a pas de certificat de bonne conduite, il n'obtiendra pas de titre de séjour, puisque les préfectures lui demanderont, puisque c'est un ancien légionnaire. Voilà. Donc je parle d'une certaine forme de restriction des droits, parce que les 5 premières années sont le temps de l'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, le système Légion est un excellent système intégrateur. Au-delà de l'excellence opérationnelle des unités, dont j'ai parlé dans la première partie, au-delà de cette histoire très connue, voilà, ce système, ce creuset, ce modèle unique, qui est très français, finalement, est en quelque sorte un peu je dirais presque, pour être grandiloquent, une expression du génie français. On est le seul pays à avoir réussi, à travers tous ces chefs qui ont traversé le temps et qui nous ont légué la Légion étrangère aujourd'hui, légué cet héritage, à avoir créé ce modèle d'intégration à la nation française de soldats qui viennent servir, porter nos armes à titre étranger. Voilà. Donc je pense qu'on peut rendre hommage à tous nos anciens qui nous ont légué cet héritage, qui aujourd'hui est toujours aussi bon et opérationnel et fonctionne si bien. Voilà. Pour les derniers. Vous m'avez donné 1 heure. Alors du coup, je propose de donner la parole aux légionnaires. Oui. Si vous voulez bien venir ici, là. Que vous voulez. Oui, on va prendre du plus jeune au plus ancien. Bonjour à tous. Je m'appelle Teco, j'ai 22 ans. Je suis originaire brésilien. Là, je vais vous raconter un peu de ma histoire dans la Légion étrangère. J'ai engagé à la Légion en novembre 2021, là au premier régiment étranger, à Aubagne. Là, j'ai resté plus ou moins 1 mois, j'ai en train de faire des tests psychotechniques, tests physiques avec les médecins aussi. Après ça, j'ai passé au 4e règle, c'est les régiments d'école. Là, j'ai resté plus ou moins 4 mois de formation de militaire basique. Là. Après ça, je finis, j'ai choisi le 2e régiment étranger d'infanterie. Là, j'arrive au 2e régime. Je fais 2 mois de formation qu'on appelle des FTS, formation technique spécifique. C'est les formations que tous les gens légionnaires qui arrivent vers la Légion, c'est obligé de faire. Qui est là, c'est eux qui vont connaître tous les véhicules, tous les armements, tous les équipements qui ont travaillé dans le régiment. Après ça, je
parti de la compagnie de combat, je effectuais la 3e compagnie. Et pendant ça, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire parce que là, mon fonction, c'est tir de précision. J'avais la chance de faire ce stage. C'était dur, mais j'étais très content de faire. Bravo. Et pourquoi vous avez voulu venir à la Légion? Avant, chez moi, j'ai fait l'armée au Brésil. J'ai fait plus ou moins un an, 5 mois. Là-bas, j'étais à la grade de plus ou moins de caporal. Ouais. Là, j'ai vu que la Légion me donnait l'opportunité de continuer ça. Très Voilà, bien. j'ai fait ça à la Légion. Là, maintenant, j'ai pas plus qu'un an, 7 mois de service. Ouais, je suis content d'être annoncé en légionnaire. Et là, je sers la Légion, je sers la France avec honneur et fidélité. Très bien. Bonjour, je m'appelle Suarez Gomes, je suis un caporal. Je suis guinéen, de Guinée-Bissau, pas Guinée-Conakry. Avant de venir en France, moi j'étais au Portugal, j'ai fait école militaire au Portugal. Et quand j'ai fini, mes camarades m'ont parlé de la Légion, je suis intéressé, je suis venu en France. Heureusement, j'étais pris et j'ai fait la formation. Du coup, c'est moi qui ai choisi 12e rang. Toujours, je dis que je veux être à l'infanterie parce que c'est la spécialité qui me convient. Heureusement, j'ai réussi. Ils m'ont envoyé à 12e rang. J'ai fait mon FTS, c'est une formation que mon camarade vient de citer. Maintenant, prochain mois, je vais faire 4 mois ici en France. Après 12 ans de formation comme jeune légionnaire, légionnaire de première classe, j'ai parti faire mon stage à 4e régiment étranger de caporal. Et je suis content pour l'opportunité que la France m'a donnée. Et je suis content avec la Légion. J'aime les vertus, la convivence, l'esprit de corps, la camaraderie que j'ai vu à la Légion. Et j'ai eu l'opportunité aussi de faire une mission de courte durée à Djibouti l'année dernière, où j'ai l'opportunité de travailler avec les autres camarades qui sont français mais qui ne sont pas dans la Légion. Là maintenant, je suis content d'avoir cette opportunité d'être avec vous et de partager mon expérience ici à la Légion étrangère et en France. Et merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Sergent Kennedy du 2e régiment étranger d'infanterie. J'ai 6 ans et 11 mois de service. J'ai commencé à servir la Légion étrangère depuis 8 juin 2016. Je me suis engagé à Aubagne et à l'issue d'élection Castel, comme il a dit colonel, c'est l'école pour s'entraîner. Et après, j'ai choisi le régiment de la Légion étrangère 2e RAI. Et à partir de cela, 2 ans après, j'étais nommé comme chef d'équipe ou caporal. Et pendant 2 ans, j'ai trouvé l'expérience pour participer en mission en extérieur comme en Estonie en 2018. Et après, en Mayotte, à MCD 2017, Estonie, je me suis trompé. Et en Mayotte, c'était 2018. Et c'était une belle expérience pour nous. Et comme mes camarades ont dit, là, on est tous contents pour ces parcours-là. Et après, merci. Vous venez À origine Madagascar, malgache. Et la motivation pour venir ici, avant, à la Légion s'est installée à Madagascar, c'est mon province aussi.
C'était à 3e RI avant, je me suis trompé. Et depuis Madagascar, les rêves c'est de venir à la Légion. Et je suis arrivé ici, direct, je me suis engagé, donc l'objectif est atteint, je suis content. Très bien. Merci de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Je suis adjudant Greviski, chef de section appuyé au 2e ROI, au 2e régiment d'infanterie. J'ai d'origine de Biélorussie. J'ai effectué le service militaire en Biélorussie et je voudrais continuer. J'ai arrivé jusqu'à la grade de sergent-chef en Biélorussie avec tout le bordel qu'il avait en Biélorussie en 1996. Donc j'ai commencé à chercher l'information par rapport des autres les pays qui proposent les services militaires. Donc j'ai renseigné, j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai trouvé la Légion étrangère. J'ai regardé un petit peu les missions des Légions étrangères, les missions, toutes les opérations. Donc j'ai dit à moi-même, ok, les objectifs, engager la Légion étrangère. Donc je quitte la Biélorussie, je pars en direction à Paris. Le Paris, donc envoyé à Aubagne, le test effectué. Castelnaudary, 4 mois Castelnaudary, c'est pas mon premier choix, arrivé au 2e ROI. J'ai choisi au début le 12e REP, le régiment de parachutistes, mais après la visite médicale, le médecin-chef m'a acconcellé par rapport à mon poids et mon âge. Il a dit c'est mieux pour vous, allez-y à Nîmes, au 2e ROI. Donc je viens à côté. Et j'ai arrivé en 2008, j'ai arrivé à Nîmes et j'ai effectué opération extérieure en Afghanistan en 2009. Après 2009, j'ai demandé la Légion pour quitter Nîmes pour aller à 3e ROI à Kourou, la création des 3e compagnie à 3e ROI. Donc j'ai eu la chance, j'ai parti, j'ai effectué le séjour de 12 ans à 3e ROI dans la Selva. En 2010-2012, en retour, j'ai demandé toujours le Nîmes. J'ai dit, ok, je voudrais retourner à Nîmes. J'ai retourné à Nîmes, j'ai effectué mon stage sous-officier en 2013 et j'ai continué à Nîmes jusqu'à 2015. En 2015, encore une fois, j'ai essayé la chance de monter le 3e ROI. C'est passé, donc j'ai revenu au 3e ROI. J'ai effectué encore 3 ans au 3e ROI. En 2018, encore une fois, j'ai demandé à revenir au 2e ROI. Voilà, donc, et depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, je suis là comme fonction de chef de section. Je commande 38 bonhommes. Voilà. Tu es marié, tu as 2 enfants, c'est ça? Affirmatif. J'ai eu la chance, comme voilà, je ne voudrais pas aborder ce sujet, mais comme l'a dit le chef des corps, on arrive avec les fausses identités, on est tous par la scène. Et chaque fois, on doit demander l'acte de naissance. Donc je demande même pour la naturalisation, on demande l'acte de naissance. Mais dans mon pays, de Biélorussie, ils n'ont pas de droit de donner plusieurs actes de naissance. Donc ils donnent juste un seul. Donc j'ai rectifié, j'ai eu mon vrai nom. Mais un jour, les gens qui me demandent encore un acte de naissance pour la naturalisation. Donc je rentre au Biélorussie, et je passe voir la mairie. Je rentre et je dis non, monsieur, on ne donne plus. Donc vous avez vu déjà un acte de naissance. Donc on ne donne plus. Je dis non, il faut que je ramène ça parce que je voudrais voir le passeport français, il faut que je devienne français. Il dit alors vous venez, vous allez voir le directeur de mairie. Peut-être vous avez l'exception. Donc je passe voir le directeur de la mairie. Et c'était une madame très gentille, elle m'expliquait, oui, on ne peut pas. Mais à la fin, elle m'a donné. Voilà, exceptionnel, mais actuellement, cette madame, elle est ma femme. Voilà.
commencer, je suis très mal à l'aise dans une salle comme ça parce que ça me rappelle mes motivations pour m'engager. Je n'étais pas très brillant dans les études. Oh. Je me suis engagé en 2002, ça va me faire bientôt 21 ans de service. Et je suis arrivé ici à Nîmes dans la même année que le chef de corps, en 2003. Et depuis, j'ai gravé un peu les mêmes échelons que les messieurs qui sont rassemblés devant vous. Aujourd'hui, je suis capitaine commandant d'unité, donc je commande une compagnie avec 145 légionnaires. Pour enchaîner sur le brillant exposé du chef de corps, exception française, je pense une des qualités fondamentales de la Légion, c'est certes le style de commandement, la fermeté, il a dit, et vous le connaissez peut-être à travers le film, le livre que vous avez vu ou lu, mais il a dit aussi la bienveillance, et c'est ce qui règne au sein de la Légion, c'est vraiment cette deuxième famille. Il parlait aussi qu'aujourd'hui on ne coupe peut-être plus tous les ponts avec sa vie antérieure. Moi d'ailleurs j'ai toujours gardé contact avec ma famille en Allemagne. Mais la Légion crée réellement une deuxième famille, ne serait-ce que par le fait que quand vous arrivez ici à Nîmes, vous avez déjà été séparé de beaucoup de camarades avec lesquels vous avez fait l'instruction. Vous faites cette formation technique de spécialité au début, où vous êtes déjà un peu moins, et après on vous injecte à 2, 3, des fois tout seul dans une section. Il y a des anciens loups qui vous attendent parce que c'est vous maintenant à la fin de la chaîne alimentaire. Vous créez votre place là-bas et vous avez le premier classe qui a dû vivre ça très récemment. Il a à côté de lui un caporal qui est certes un supérieur, mais qui a, je pense, d'abord le rôle du grand frère qui va lui montrer ça c'est bien, ça c'est un peu moins bien, et qui va lui expliquer d'une manière ou d'une autre, mais toujours avec cette bienveillance pour qu'il devienne un bon légionnaire et ensuite apte à partir rapidement au peloton des caporaux pour être chef d'équipe comme lui. Ensuite, vous avez le chef de groupe qui, lui, certes, n'habite plus dans la même chambre que le légionnaire, mais qui est le réel cadre de contact, le mec qui est vraiment au contact au quotidien avec lui, qui va le commander au combat, mais pareil, vivre la vie au quotidien avec lui au sein du quartier. Et c'est ce qui est très particulier à la Légion, le jeune légionnaire qui arrive ici, qui vient d'étrangers, d'autres cultures, il doit comment s'intégrer aussi à la société française. Il paye ses impôts. Là aussi, il y a quelqu'un qui doit lui expliquer comment on fait. Et toutes les petites démarches administratives lui sont expliquées par des camarades qui l'encadrent. Et le sergent, chef de groupe, le cadre de contact par excellence, il va devoir lui montrer aussi au quotidien l'exemple. Donc le chef de groupe, c'est lui qui est le premier physiquement. Tactiquement, c'est lui qui transmet les ordres directs sur le terrain d'entraînement ou sur le champ de bataille. Donc c'est vraiment toujours l'exemple à suivre. Et le summum ensuite pour le sous-officier, c'est d'être à la tête d'une section de légionnaires de 38 ou 40 légionnaires pour les commander là-bas. Moi, je n'ai pas atteint le grade d'adjudant en tant que sous-officier. J'étais déjà un peu avancé en âge. Donc j'ai saisi la chance qui m'avait été offerte quand j'étais sergent-chef, où j'étais sous-officier adjoint d'un chef de section, de faire un concours qui me permettait après d'accéder à l'épaulette. Et du coup, j'ai commandé ma première section ensuite en tant que lieutenant. Et je continue ma carrière maintenant en tant que capitaine commandant d'unité, qui sera un peu ma dernière fonction de cadre de contact, parce que j'ai la chance encore de vivre au quotidien, au contact des légionnaires, que je reçois au rapport dans mon bureau vraiment tous les jours. Donc c'est ce que je voulais souligner là-dedans, c'est que non seulement le caporal, petit gradé, le sergent cadre, le chef de section cadre, il ne commande pas seulement le légionnaire dans son métier. La Légion, c'est pas seulement un métier, c'est une vie qu'on a choisie. Le cadre de contact, il est là pour les légionnaires au jour le jour. Et je sais que là, c'est la feria. Mon téléphone, il va forcément sonner ce week-end. Ah oui. Parce qu'il y a des petits ou moins grands soucis, peut-être en ville. La seule chose que je demande à mes légionnaires, qu'ils me fassent confiance
et que ce soit eux qui m'appellent et que ce soit pas le chef de camp qui m'appelle. J'ai envie qu'un des légionnaires apprécie ça en film. Vous avez sûrement quelques questions. Voilà, moi j'ai 2 questions. J'ai fait le tri, j'en aurais d'autres, mais Non. 2, c'est tout. La première, c'est que vous avez parlé des provenances géographiques. Vous n'avez pas parlé des personnes des légionnaires français. Donc, ma question, vous l'avez deviné, c'est pas la peine que je développe. Et la deuxième chose, la deuxième question, c'est que actuellement, depuis que l'armée est professionnelle, on demande des militaires professionnels. Comment fait-on le recrutement? Sur quels critères? Est-ce qu'il y a aussi des critères professionnels? Quel est le pourcentage d'admis parmi les candidats? Voilà. Ok, alors pour les Français, il y a 10% de Français aujourd'hui dans la Légion étrangère. Donc les Français peuvent s'engager, bien sûr, à titre étranger. Donc quand on s'engage dans la Légion étrangère, on s'engage à titre étranger. Donc le Français qui se présente choisit un mode très particulier d'engagement. Donc il sait ce qu'il attend. Parce qu'en fait, il va être traité de la même manière que tous les autres. Voilà. Sauf que lui, il a un temps d'avance, il parle français, et il a un autre temps d'avance, il est habitué à la culture française. Donc c'est difficile pour les Français aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Et souvent, c'est des garçons très déterminés qui ne veulent pas s'engager dans ce qu'on appelle le régime général, dans l'armée de terre classique. Voilà. Puisque, comme vous l'avez dit, en fait, la professionnalisation a un peu asséché le vivier que l'on avait naturellement jusqu'à la fin des années 90, qui était le vivier des jeunes Français qui faisaient leur service militaire, qui parfois prenaient un volontariat de service long, un service de 2 ans, et qui après étaient un peu le bec dans l'eau, parce que ça s'arrêtait, et qu'on disait, écoute, maintenant, retour à la vie civile. Et en fait, ces garçons-là ne trouvaient pas à s'engager, ou très peu, il y avait très peu de régiments professionnels. Donc beaucoup d'entre eux venaient dans les régions étrangères. On a eu beaucoup d'exemples de cadres français. Cette source, c'est un peu tarie, donc on a moins de Français aujourd'hui, 10%, c'est très peu. Et la conséquence très concrète, à l'instruction notamment, c'est qu'il y a 30 ou 40 ans, dans les années 80, on arrivait à avoir un Français pour un étranger ou un Français pour 2 étrangers à l'instruction initiale, à la cassonnerie. Donc en fait, ils étaient binommés ou trinommés, il y avait toujours un Français au milieu, et le Français avait la même note de Français que les 2 autres à la fin de l'instruction. Voilà. Aujourd'hui, c'est un Français pour 10. Donc il y a un type avec un béret sur la tête qui parle français, et au milieu de ceux qui n'ont pas de béret, pour bien les reconnaître, et il essaie d'expliquer tant bien que mal. Voilà. Et comme c'est pas toujours les plus malins non plus, j'en sais. Voilà. Pour répondre à votre deuxième question, si j'ai bien compris, vous parlez des critères de recrutement dans l'armée en général, n'est-ce pas? Ou dans la Légion étrangère? D'accord. Alors nous, dans la Légion étrangère, aujourd'hui, post-Covid, parce que la Covid a fermé les frontières, et là, la Légion est un peu de bec dans l'eau, parce qu'on s'est dit, bon, maintenant que c'est fermé, alors il y en a qui arrivaient à venir, je ne sais pas trop pourquoi, mais tant mieux pour eux, et puis c'était les plus malins sans doute, donc on était bien content de les engager. Donc on a eu une période assez difficile, aujourd'hui on est remonté à un candidat pour 7. Un légionnaire engagé, pour 7 candidats. Voilà. On a eu, il y a 20 ou 30 ans, on en a un peu plus, voilà, aujourd'hui on a 1 pour 7. Voilà. Donc c'est plutôt un bon taux de recrutement. Voilà. Le reste de l'armée de terre recrute un peu moins bien. Et le concours, c'est 1 sur 10, donc c'est bien 1 sur 7. Oui, oui. D'abord, je voulais vous remercier pour cette conférence extraordinaire qui est absolument enthousiasmante. D'où ma question, sans aller sur le détail des légionnaires aujourd'hui. Pourquoi ne pas développer une école de formation de ce type pour les jeunes en déshérence en France en termes de lutte contre la délinquance? Première question. La deuxième est plutôt un commentaire. Vous avez cité 3 batailles importantes et il se trouve que sur le plan familial, j'étais un peu concerné. Vous avez cité le Dahomey et j'ai le frère de mon grand-père, le commandant Forax, qui a été tué à la bataille de Dobroudja au Dahomey, qui a donné lieu à une nom, la rue du commandant Forax à Lyon. Le second point, c'est le père de mon beau-frère, le général Desroseaux, qui était allié de Benafou, et son fils, mon beau-frère, qui était en Algérie,
Alors, Sidi Belabès, vous avez évoqué comme pilote de la LAT. Donc, tous les éléments que vous citez résonnent beaucoup en moi par rapport à ça. Mais voilà, je trouve extraordinaire cette formation. J'aurai 20 ans, peut-être que je m'engagerai, mais j'en ai 80. Alors, il n'y a pas de. Normalement, il n'y a pas de limite d'âge pour s'engager. Sur le papier, c'est 45 ans, mais parfois le général Comleu fait des exceptions. Voilà. Non, ce que vous évoquez, c'est un sujet récurrent dans la société française. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de bonnes idées, de pseudo-bonnes idées pour ça. Moi, je dirais juste une chose en tant que soldat. C'est que un soldat, il vit dans une discipline consentie. Un engagement. Parce que cette discipline consentie, elle a un but. C'est que grâce à la discipline, on gagne la bataille. On gagne le combat. Et que si vous enlevez cet objectif de gagner au combat, que ce soit le sergent qui a besoin de soldats disciplinés pour sortir du trou de combat, de la tranchée, au moment où ça siffle, ou de l'adjudant qui a besoin que ses groupes, donc c'est des différents sergents, manœuvrent convenablement et que pas un ne se dérobe à leur hache, ou du capitaine qui a besoin que ses adjudants et ses lieutenants, et l'agnac, aient préparé correctement leurs légionnaires et obéissent. Obéir quand on est d'accord, c'est toujours simple. Obéir quand on est moins d'accord, c'est souvent parce qu'on n'a pas compris pourquoi c'était bien d'obéir. Le capitaine est là pour rappeler qu'il n'est pas d'accord, non pas parce qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'a pas bien compris, et on lui rappelle qu'il faut. Mais la discipline consentie du soldat, elle a une finalité, c'est la réussite au combat. C'est de gagner au combat. C'est de gagner la petite bataille du sergent, la bataille un peu plus grande de l'adjudant, du capitaine, du colonel, et du président de la République, à la fin, chez les armées, il gagne la grande bataille. Voilà. Et quand on oublie ça, et aujourd'hui on l'oublie dans la société, c'est pour ça qu'on entend parler à travers l'armée dans les banlieues, créer des centres de formation, voilà. Quand on oublie ça, si vous enlevez ça, cette finalité du combat, il ne reste que le décorum, que quelque chose qui sera du décorum. Pour nous, ça n'est pas du décorum, c'est la condition de notre réussite opérationnelle. Mais pour quelqu'un dont la réussite opérationnelle n'est pas l'objectif, ça n'est que du décorum. Et vous avez des tas d'émissions de télévision où on singe l'armée, les règles de l'armée, mais à n'importe quel moment, vous pouvez dire stop. Quand vous êtes sous le feu, on est plusieurs pour en témoigner, le type d'en face ne peut pas dire stop. Donc c'est pas du décorum. Voilà. Donc moi, je vois toujours ça avec beaucoup de prudence. Je ne me prononce pas, je ne prends pas de jugement sur ces idées, parce que je comprends où les gens veulent en venir. Et puis moi, je suis officier, je suis en tenue, j'exprime en tant que colonel, je ne vais pas vous donner mon avis profond. Mais j'appelle l'attention, en fait, de vous, notamment ce soir, puisque vous évoquez ce sujet important. Attention à ce que l'on dit. La belle discipline que l'on envie aux armées, déjà, est dure à vivre, pas toujours simple, du colonel au jeune légionnaire. Hein. D'ailleurs, c'est souvent plus difficile, plus on monte, Madame le Préfet, vous le savez très bien. Parce que la discipline, quand on est colonel, c'est pas la même que quand on est légionnaire. Et obéir quand on est colonel, et qu'on réfléchit aux enjeux, c'est pas toujours simple non plus. Mais cette discipline, elle a une finalité, c'est la réussite opérationnelle des armées. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est là. Voilà, je ne sais pas si... Quand vous recrutez quelqu'un qui ne parle pas français, quelle est la première année de formation de la personne? Vous arrivez à lui donner des cours de français? Vous arrivez à lui apprendre à faire de la cuisine française? Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué pour quelqu'un qui arrive de loin. Alors, le capitaine va parler, parce que moi, je crois que je vais passer par là. Alors. Et puis après, il y a un ou deux qui viendront aussi. Moi, j'ai eu la grande chance que je parlais déjà français quand je me suis engagé. Mais après, c'est très différent en fonction des nationalités et aussi différent par rapport à un effort individuel que le légionnaire veut bien fournir. Donc, pour quelqu'un qui vient de Mongolie ou avant de Chine, il n'y en a plus beaucoup de Chinois, c'était évidemment beaucoup plus difficile d'apprendre le français que pour un Roumain avec une langue latine, un vocabulaire beaucoup plus proche. Mais il faut cette discipline d'imposer aux légionnaires pendant les heures de service de strictement utiliser la langue française et de n'avoir aucun pardon, de les sanctionner ou de les rappeler à l'ordre d'abord et de les sanctionner s'ils ne respectent pas l'ordre, s'ils n'utilisent pas
la langue de service qui est le français. On a un manuel pour enseigner le français, donc il faut minimum 1 heure de français par semaine, qu'on arrive des fois pas à respecter. Et après, j'encourage les légionnaires aussi à sortir. Donc quand on fait les revues de casernement, je parle avec le légionnaire, au lieu de regarder la propreté, c'est le rôle du chef de chambre et du chef de groupe, c'est parler avec le légionnaire pour lui demander qu'est-ce que tu vas faire ce week-end. Et le légionnaire qui me dit, je reste ici en chambre, je dis non, tu vas sortir. Va découvrir ta garnison ou prends le train, va à Paris pour qu'il se mêle à la population et qu'il apprend à parler la langue. C'est la meilleure manière d'apprendre, c'est de trouver une copine. C'est ça qui va l'inciter vraiment à utiliser la langue. Et vous quatre, vous parliez français avant ou vous avez appris sur place? Bon, pour moi, quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas du tout français. Ah bon, parce que souvent en Afrique on parlait le français. Non, mais moi je suis une colonie portugaise. Ah oui, la colonie portugaise. Bah, oui, Du coup, quand on s'engage au BAN, il nous donne chaque nationalité, il a un dictionnaire. En français, il y a sa langue. Ah oui, un petit dictionnaire. Oui. Moi, j'ai reçu le dictionnaire du portugais-français. Du coup, on a étudié ce dictionnaire. Il y a des cours français et notre camarade qui sont des francophones ou des pays qui sont francophones, eux, ils nous aident aussi. Et du coup, comme dit mon capitaine, c'est interdit de parler notre langue. Et du coup, on est obligé d'apprendre le français. Et moi, je disais toujours, à la Légion, il y a un autre type de français, il y a un autre type de français. Quand j'arrivais au deuxième rang, je parlais déjà un peu français, je comprends les ordres de mes chefs. La première carte libre que j'ai eue, j'ai parti au civil, la madame qui était au boulangerie, il a parlé avec moi, je ne comprends rien du tout. Après, quand je suis retourné au quartier, j'ai changé de langue de mon portable, j'ai regardé une fille en français et du coup j'ai progressé. Vous parlez malgache. À Madagascar, On parle français. on a eu l'avantage parce qu'à l'école, on pratique français. C'est ça notre avantage. Oui. Et vous alors, le Brésilien, hein? Ouais. Bon, quand j'ai arrivé ici, je comprends rien du tout. Moi, j'ai communiqué avec les autres jusqu'à travers des gestes et tout, là, comme ça. Après, quand j'ai arrivé à Castelnaudary, qui c'était le début, là, je commençais à réviser les français. Moi, dans ma chambre, il y avait un mec là, il était vrai français là. Moi, j'étais toujours à côté de lui. Parce qu'il y a des chefs des groupes, lieutenants qui a donné les ordres. Moi, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'il va raconter? C'est pour ça que j'ai resté toujours avec les Pax francophones. Comme ça, ils pouvaient donner un coup de main. Après, quand j'ai arrivé ici au régiment, dans ma chambre, il y avait deux Pax francophones aussi. Mais on était comme un trinôme. Chaque fois qu'il partait à gauche, moi je partais à gauche aussi. Comme ça, après ça, je vais commencer à comprendre bien le français. Voilà, je parle pas beaucoup, mais je comprends déjà. C'est bien. C'est pas facile, hein? Il y a l'alphabet. Pour moi, c'est pas facile. Non. Non. Comme l'a dit le chef de corps, donc une fois que j'ai arrivé à Castelnaudary, donc on forme le bloc. Voilà, le bloc qui parle russe. Donc on a des 5-6 qui parlent russe et après. Mais il y a toujours le cadre qui sont derrière, hein, avec le bâton, tape. Donc une fois que ça rentre pas par la tête, ça rentre par le bras. Exercice physique. Voilà, c'est exactement. C'est beaucoup d'exercices physiques, mais il y a toujours les salles de cours. Les salles de cours, à chaque session qui prend le mois, et nous aussi, il fait le cours français. Bien régulièrement, c'est 2 fois par semaine minimum, des bouquins, et maintenant la télé, les films, tout en français. Donc voilà,
pour moi c'était un petit peu difficile, mais avec le temps, on progresse quand même. Je vais rajouter quelques petits points. Le premier, c'est qu'en effet, l'apprentissage du français est régulier, obligatoire. Pour les 4 premiers mois, en fait, ils doivent sortir au bout de 4 mois d'instruction avec 300 mots. Voilà. Fusil, extracteur, cartouche, étui, balai, serpillière, voilà. Les choses utiles. Le sergent, le capitaine, le lieutenant, voilà. Donc il y a 300 mots qui leur permettent en fait de comprendre les ordres basiques. Voilà. Et après, ils sont accompagnés dans les sections, il y a des cours en fonction du programme. Voilà, moi, je me souviens d'avoir fait très peu de cours à certains moments quand j'étais lieutenant. Et puis en opération extérieure, parfois on a des longues périodes d'attente où on sort les caplins et on fait beaucoup de français. Je me souviens d'avoir fait des cours de conjugaison à des Biélorusses, à des Ukrainiens qui progressaient vraiment. Après, vous avez des niveaux disparates et vous voyez aussi le niveau scolaire, évidemment, d'origine. Celui qui a fait des études, en fait, rapidement, il va comprendre la logique de la langue, et celui qui en a fait un peu moins, c'est plus compliqué. Donc, dans la même nationalité, vous allez avoir des niveaux très différents. Je pense que ce qui est certain, c'est que celui qui veut progresser et monter en grade, comme les gens Grevitsky, par exemple, il est obligé de se mettre au français. Et Jean Grevitsky parle très bien français, on le comprend remarquablement, et puis il écrit très bien également, parce que de toute façon, il a dû faire des examens à l'écrit. Voilà. Il y a un dernier point, parce que vous ne m'avez pas posé la question, et vous, les Français, vous faites comment quand vous arrivez? Moi, je peux vous dire que ma première semaine de jeune lieutenant, en 2003, je ne comprenais rien. J'étais officier français, mon sous-officier adjoint était hongrois, c'est un homme remarquable, qui a beaucoup progressé après en grade, mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je lui dis, il parle français? Oui, il parlait français. Je ne voulais pas être blessant, mais je ne comprenais pas. Et en fait, il y a aussi tout un vocabulaire, et vous le sentez, ils emploient des mots, des termes que vous ne comprenez pas forcément. Voilà. Et quand vous avez un sergent ou un caporal qui vient vous voir et qui vous dit, on a un camp qui s'appelle Kélus, pas très loin, et qui vous dit, pour le Kailus, qu'est-ce qu'on plante? C'est quoi le Kailus? C'est Kélus. Ah oui, on va à Kélus. Voilà. Et vous avez plein d'expressions comme ça. J'ai fait le rendre compte. Non, tu l'as rendu compte. Oui, j'ai fait le rendre compte. Et voilà, donc toute la journée, même les officiers français, parfois, se laissent aller au jeu de... Voilà. Donc il y a tout un petit langage aussi interne à la Légion. D'ailleurs, les légionnaires disent souvent, moi je ne parle pas français, je parle de légionnaire. Alors il me reste à vous remercier chaleureusement parce que je crois qu'on a rarement eu une conférence aussi vivante, sympathique, animée. Alors bravo colonel et puis bravo à vous tous parce que vous avez contribué à ce qu'on ait une soirée pleine d'éclat, tout à fait remarquable et que je pense restera dans les annales. Alors désolé qu'il y ait eu la pégoulade qui nous a peut-être enlevé quelques auditeurs, mais on a quand même une belle salle bien remplie. Et merci à tous et tous ceux qui ont affronté les rues et la circulation. C'est le retour qui sera peut-être un peu plus délicat avec la pégoulade. En tout cas, bon courage à tous. Alors, je voulais vous annoncer que la semaine prochaine, parce que là, on a densifié avant l'été, le 1er juin, nous recevrons l'ancien préfet Didier Loga sur une question que vous aviez posée à l'Assemblée générale, à savoir la candidature de Nîmes à l'UNESCO. Et peut-être que Sophie Roule, que j'ai vue l'autre jour, la maire adjointe à la culture, se joindra à nous si elle peut se libérer un moment. Voilà. Et puis je vous annonce déjà aussi, le 15 juin, je fais venir mon ancien président de chambre d'agriculture quand j'étais préfet du Cantal, Michel Tessédou, qui est un des plus grands communicants de la FNSEA. Il était à un moment le numéro 3 national et il est très au fait des enjeux agriculture-environnement. C'est lui qui s'exprime pratiquement chaque fois dans les médias quand il y a des débats sur l'agriculture française. Donc il viendra nous parler des enjeux de l'agriculture française. Et puis après, eh bien, on se fêtera tous de bonnes vacances et on reprendra début septembre. Voilà.